Donc, merci d'être avec nous ce midi pour une discussion autour d'un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, celui de la transition socio-écologique. C'est une discussion qui a lieu dans le cadre du lancement d'un projet de cartographie d'initiative en transition socio-écologique porté par le TIES. Et on a la chance d'accueillir 4 invités qui expérimentent ou participent activement à la transition à travers des initiatives citoyennes et entrepreneuriales ou qui étudient et analysent l'émergence et l'évolution de ce terme dans le discours environnemental. Ils vont donc nous offrir un regard à la fois du côté du terrain et de celui de la recherche. Il s'agit de Guillaume Quentin, co-initiateur et directeur de la Transformerie. Bonjour tout le monde. Bonjour Guillaume. Louise Landry et Yann Seger, que j'accueille aujourd'hui à titre de citoyens et citoyennes engagés au sein du Grand Dialogue régional pour la transition socio-écologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Louise et Yann. Bonjour. Bonjour Dalma. Merci d'être avec nous. Et René Audet, sociologue de l'environnement, professeur et titulaire de la chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM. Bonjour. Bonjour René. Donc, il y aura 3 temps dans ce webinaire avec une introduction et une présentation du projet de cartographie, une discussion avec nos panélistes et une petite période de questions s'il nous reste suffisamment de temps. Pour commencer, je voulais vous dire que c'est un projet de cartographie qui a été financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme de financement des objectifs de développement durable et qui a été porté par le TIES en collaboration, comme toujours, avec des partenaires qui ont enrichi la réflexion et qu'on remercie grandement et chaleureusement. Qu'est-ce que le TIES ? Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Alors, c'est une organisation qui appartient à la famille des OLTIS. Promis, après, j'arrête avec les acronymes. Organisme de liaison et transfert en innovation sociale. Le cœur de métier au TIES, c'est le transfert de connaissances et ce, dans le but d'outiller des organismes d'économie sociale et ce, afin qu'ils puissent mieux faire face aux enjeux de société et transformer leurs pratiques. Pour ce faire, on va souvent repérer, documenter, systématiser et transférer des connaissances qui sont produites par un croisement des savoirs issus du milieu de la recherche et de la pratique dans une approche de co-construction. Et justement, en parlant d'enjeux de société, il est difficile aujourd'hui de passer à côté de celui qui s'annonce comme un des plus grands défis de l'humanité, les changements climatiques et la crise environnementale. Il y a aujourd'hui un consensus scientifique qui se dégage, appuyé par des données, des faits et donc bien documentés. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a publié plusieurs rapports depuis 1988 sur la question, les activités humaines ont provoqué un réchauffement moyen de 1 degré Celsius depuis le début de l'ère industrielle et les probabilités sont élevées qu'il atteigne 1,5 degré Celsius en 2050 et 3 d'ici 2100. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous savons très clairement que si nous ne réduisons pas drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre en sortant notamment des énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole, un tel scénario nous mènera à vivre de plus en plus d'épisodes extrêmes liés au réchauffement climatique, incendies, inondations, famine, accès à l'eau potable, augmentation du nombre de réfugiés climatiques, mais aussi un effondrement de la biodiversité. Les oiseaux, les coraux et beaucoup d'autres espèces animales et végétales ont déjà commencé à disparaître. Enfin, on verra une augmentation de la pollution qui mettra à mal la santé des humains et des écosystèmes dont nous faisons partie. Tout ça, on le sait, pour reprendre les termes du Grand Dialogue. De plus, la destruction des espaces naturels augmentera également la fréquence des épisodes de pandémie tels que celui qu'on connaît, la Covid-19, en favorisant notamment la transmission des maladies infectieuses des animaux aux humains. Alors, pour y faire face, il faudra entamer un grand chantier de transformation de notre société, de tous les secteurs, afin de décarboner notre économie. Pour ça, il faut changer notre manière de se transporter, de se loger, de produire de l'énergie, d'aménager le territoire, de faire de l'agriculture et de penser nos systèmes industriels. Il faut produire et consommer moins et mieux. En d'autres mots, il faut entamer une transition socio-écologique. Une telle transition est bien entendu complexe et va demander l'effort de toutes les parties prenantes de la société,
mais aussi d'avoir des plans de transition à tous les échelons, des plans de transition réalisés avec et pour les communautés pour ne laisser personne derrière dans une perspective de justice sociale. Or, pour le moment, les accords intergouvernementaux se sont montrés insuffisants. Plusieurs raisons l'expliquent. Accords climatiques non contraignants, externalisation de la production dans d'autres pays, mais aussi l'influence très forte de lobbies auprès des gouvernements. Les 5 années qui se sont écoulées depuis la signature de l'accord de Paris, premier accord mondial sur le climat et le réchauffement climatique, ont d'ailleurs été les plus chaudes jamais enregistrées. Le Canada, de son côté, a été qualifié dernièrement de cancre en matière de lutte contre les changements climatiques, en héritant du 58e rang sur 61 en ce qui a trait à l'indice de performance en matière de changement climatique. Enfin, le Québec, quant à lui, a annoncé son plan dernièrement pour une économie verte, mais beaucoup d'acteurs ont noté l'absence d'ambition et de mesures structurantes et contraignantes susceptibles de répondre à l'ampleur des enjeux socio-écologiques de notre siècle. Alors, dans ce contexte, on voit justement émerger et se multiplier des initiatives portées par la société civile, des initiatives de lutte pour bloquer des projets qui ont un coût environnemental, tels que GNL ou Gazoduc Québec, des initiatives de mobilisation. On se souvient tous des 500 000 personnes rassemblées à Montréal en septembre dernier, mais aussi dans plus d'une vingtaine de villes au Québec et d'ailleurs partout dans le monde. Il y a aussi des initiatives qui souhaitent proposer et pousser des solutions en expérimentant d'autres façons de faire. Elles peuvent être portées par des citoyennes et citoyens comme Laval en transition ou Demain Verdun, inspiré du mouvement des villes en transition de Rob Hopkins. Elles peuvent être de nature entrepreneuriale et s'inscrire dans le milieu de l'économie sociale en prenant la forme d'un OBNL, d'un organisme à but non lucratif ou d'une coopérative, une forme d'économie qui, par sa structure plus démocratique, une plus grande redistribution de la richesse, une mission sociale et un ancrage territorial, propose justement un modèle de développement qui s'inscrit dans une transition socio-écologique, ou encore elles peuvent être portées par des acteurs publics avec l'émergence, par exemple, de plans de transition portés par des municipalités ou des arrondissements. On l'a vu avec l'arrondissement de Rosemont dernièrement. Enfin, il y a aussi la question des échelles. Elles peuvent être locales, comme la Transformerie à Montréal, régionales, comme le Grand Dialogue au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nationales, comme la feuille de route pour un Québec zéro émission nette, une initiative du Front commun pour la transition énergétique, ou même pan-canadiennes, comme le mouvement Mères au front, dont Laure Varidel est l'une des porte-paroles. Suite à la pandémie et à la mise en arrêt de pans entiers de l'économie, on a justement vu aussi plusieurs initiatives émerger qui visaient à demander une relance juste, solidaire, verte, un appel à ne pas retourner à la normale, avec par exemple les 101 idées pour la relance du pacte pour la transition ou le G15+, qui rassemblait des leaders économiques, syndicaux, sociaux, environnementaux et qui visait à proposer des propositions au gouvernement pour la relance. Le projet de cartographie, puisque c'est ça qui nous amène aujourd'hui, est né justement du besoin de mieux repérer, valoriser et s'inspirer de l'ensemble de ces initiatives qui s'inscrivent dans la transition socio-écologique. On a travaillé à réaliser un outil numérique collaboratif sur la plateforme Passerelle. Passerelle, c'est une plateforme qui rassemble des acteurs du milieu de l'économie sociale, du développement territorial et de l'innovation sociale, portée aujourd'hui par le TIES, à travers des communautés thématiques et de pratiques. Donc, la cartographie bénéficiera d'une communauté qui est déjà active, puisque Passerelle a aujourd'hui quasiment 4000 membres. On a réalisé également une synthèse de connaissances sur la transition, réalisée par Charles Guay-Boutet, afin de mieux comprendre ce qu'on mettait derrière ce terme et, comme nous le dirait si bien René Audet, de contribuer à la multiplication des discours sur la transition. Alors, je vais vous emmener tout de suite voir cette cartographie publique accessible à tous. Sachez que, par contre, pour ajouter une initiative, il faudra vous inscrire sur la plateforme Passerelle, ce qui est assez simple. Je partage mon écran tout de suite. Voilà, le moment le plus périlleux de ce webinaire. Hop. Et là, ce que j'espère, c'est que vous voyez bien. Hop. Est-ce qu'on est bien ensemble sur Passerelle? Oui, super. Donc là, on est sur la page d'accueil de Passerelle,
où on a des publications liées à l'ensemble des communautés thématiques ou de pratiques qu'on peut suivre. Et dans la section initiative, on arrive sur la cartographie d'initiatives en transition sociale et écologique. Et je vais boire une petite gorgée d'eau avant de m'étrangler. Donc, c'est un outil simple, facile. Aujourd'hui, petite note, ce n'est pas un portrait exhaustif. On a inscrit une trentaine d'initiatives pour ne pas partir d'une page blanche, mais l'idée, c'est bien que ce soit un outil collaboratif et que toutes les personnes, à partir d'aujourd'hui, qui s'intéressent, qui connaissent des initiatives, qui en portent eux-mêmes, puissent aller les ajouter. Donc, il y a deux façons de rechercher des initiatives sur cet outil. Par la vue carte ou par la vue liste initiative. Donc, on peut, sur la carte, bien sûr, rechercher par secteur géographique en se promenant et en cliquant sur les différents clusters, comme on dirait, et ou par catégorie en cliquant ici. Et on a soit par type, marchande, non marchande, ou par secteur dans lequel elles sont. Donc, si je me promène sur la carte, je peux à la fois, je vais fermer ça, je peux à la fois avoir des résumés. Par exemple, si je voulais voir qu'est-ce que chemin de transition, je pourrais cliquer ici et voir qu'il s'agit d'un projet porté par Espace pour la vie et l'Université de Montréal et qui vise à encourager la communauté universitaire aux côtés des citoyens et des autres forces vives. Je vais aller voir plus afin d'identifier collectivement les chemins les plus porteurs pour assurer un futur souhaitable au Québec. Je pourrais aussi décider d'aller voir la fiche entière en cliquant sur « Voir l'initiative ». Et là, j'aurai accès à la fiche entière avec les informations, adresse, territoire d'action, année de fondation, un descriptif, les informations de contact. Si je retourne sur la carte, je peux également faire une recherche par la liste. Donc, on retrouve ici toutes les initiatives qui ont été ajoutées par ordre de la dernière ajoutée jusqu'à la première. On a par exemple, après la pause, un balado qui vise à faire découvrir des initiatives locales et vivre le Québec autrement. Locomotion, un projet d'autopartage citoyen initié par Solon. Mobilisation environnement Aounsi Quartier-Ville, un autre groupe citoyen qui est basé dans le quartier Aounsi Quartier-Ville. La caravane de la transition, un projet porté par Laval en transition. Bref, le blé Montréal, une monnaie complémentaire. Beaucoup d'initiatives que je vais vous inviter à aller découvrir. Une ici, Coup de fraîcheur à Drummondville, qui est porté par le Conseil régional dans l'environnement du Centre du Québec et qui vise la végétalisation d'espaces urbains. Voilà, donc on peut faire une recherche également ici par mots-clés, ajouter une initiative et deux pages que je vous encourage à aller découvrir. Une page à propos, on a notamment une définition de ce qu'est la transition. Donc, pourrait se définir comme le passage de l'état actuel de l'état actuel du système à un état socialement plus juste et écologiquement viable, rendu possible grâce à une transformation de nos modes de production, de consommation et de vivre ensemble. Ce qui est surtout intéressant, c'est que je peux cliquer sur le lexique et aller voir d'autres définitions de ce qu'est la transition et moi en ajouter une qui me semble particulièrement intéressante. Donc, on arrive ici dans le lexique où il y en a déjà plusieurs qui sont entrés. Hop. Et enfin, un cadre de référence qui visait surtout à définir des critères d'identification de ce qu'est ou de ce qu'on entend par initiative de transition socio-écologique, l'environnement, l'équité, la justice sociale, la volonté d'adopter des changements systémiques, la gouvernance démocratique, la viabilité économique. Je vous invite donc plus tranquillement à y retourner plus tard. Et puis ici, enfin, un raccourci pour rejoindre la communauté thématique environnement et transition écologique. Et je peux à la fois aller consulter des articles, des informations pertinentes sur ce sujet, mais aussi faire des appels à tous. Crise climatique et inégalité sociale, quels défis locaux? Si quelqu'un veut aller répondre à Jerry, c'est possible en rejoignant. Alors justement, je vais arrêter tout de suite le partage d'écran. Hop, et retourner
En parlant d'initiative, ça va être le moment de s'intéresser à une initiative plus particulière et d'ouvrir la discussion avec nos invités parce que j'ai bien assez parlé. On va donc commencer avec un projet qui s'inscrit dans la filière agroalimentaire, un secteur en proie à de nombreux enjeux environnementaux et sociaux, mais dont on va aborder un aspect en particulier, celui du gaspillage alimentaire, avec notre invité Guillaume Quentin, qui est co-initiateur et directeur de la Transformerie. C'est donc un organisme qui réduit le gaspillage alimentaire en mettant en œuvre des solutions aux problèmes des invendus des épiceries et des fruiteries. Donc, j'avais deux questions pour Guillaume qui étaient: comment est née la Transformerie, à quels besoins elle répond et comment elle s'est positionnée à travers l'écosystème dans lequel elle œuvre, et est-ce que la Transformerie transforme ou souhaite transformer davantage que des invendus alimentaires? Plus clairement, est-ce que votre initiative souhaite amener des transformations structurantes au sein de cette filière? Et si oui, de quelle façon? Donc, Guillaume, je vais te laisser prendre la parole. Merci Solène, merci pour l'invitation. Très content d'être là avec vous. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous partager mon écran parce que je vous ai fait une petite présentation là, pour que vous puissiez voir là, quelques éléments que je vais vous partager. Fait que je fais le partage d'écran à l'instant et je vais mettre ça en plein écran. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Cool. Alors, merci Solène pour les questions. C'est très pertinent. Là. Je trouvais ça super intéressant. Fait que je vais commencer premièrement par la petite histoire de la Transformerie parce qu'on disait comment est née la Transformerie. J'aime beaucoup dire là, que c'est une idée qui est tout droit sortie des poubelles parce que c'est vraiment ça. Avant la Transformerie, j'étais chef de restaurant, le restaurant Les 400 coups, et j'avais rencontré Thibault Renouf qui est sur la diapositive que vous voyez, qui est devenu un très bon ami. Puis on se posait souvent des questions par rapport au système alimentaire, comment on pourrait co-construire, améliorer les choses, rendre ça plus résilient. Puis le sujet qui captait toujours notre attention, c'était le gaspillage alimentaire. Fait qu'au fil de ces discussions-là, quand j'ai arrêté de travailler aux 400 coups en début 2016, on s'est jasé pas mal. Puis à l'automne 2016, Thibault me lance le défi, là, parce qu'il sait que j'aime les défis, de faire un souper gastronomique avec des déchets. Honnêtement, je suis très transparent, ça ne me tentait pas. Je trouvais ça sincèrement dégueulasse. Mais au final, je me suis lancé en aventure. Là, il m'a convaincu en 5 minutes. Puis la semaine d'après, on s'est vraiment littéralement jeté dans les containers de déchets. On était avec une journaliste là, puis 2 photographes. Fait qu'une diapositive qui montre ça, c'est moi là, dans le container à déchets avec un beau poivron jaune. Et le poivron jaune, ce qui nous montre, c'est la qualité qu'on y a vue. Oui, il y avait une quantité, mais la qualité nous a marqué profondément. Et moi, je ne pouvais pas rester insensible à ça, et Thibault non plus. Et juste pour vous donner un exemple d'un plat qu'on a réalisé au fil de ce repas-là, c'est une laitue rôtie avec du quinoa, de la sauge et des pommes grenades, mais je vous passe ça rapidement. Tout ça pour dire, la semaine suivante, on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait avec ça. Fait qu'on a décidé de faire un post-mortem, et ce post-mortem-là, rapidement, est arrivé sur l'idée de dire on fait une carte d'affaires bidon. Et en 10 minutes, on va faire imprimer ça. Puis on va juste rencontrer les épiceries chez qui on est allé faire les containers sans leur dire, juste pour voir qu'est-ce qu'on va nous partager là-dessus. De façon positive, on est allé voir, puis on passait avec une carte, puis on parlait avec les employés, les gérants, les propriétaires, gérants, gérantes. Puis pour nous, c'était une façon de capter, là, en fin de compte, leur réalité. Puis on n'avait pas de barrière à l'entrée. C'était vraiment une façon pour nous de voir, c'est ça l'innovation, c'est de dire, on va rencontrer les gens, on leur pose des questions. Puis, de cette manière-là, on a pu voir là, que les gens voulaient vraiment s'ouvrir à nous. On a vu qu'il y avait vraiment un manque, qu'on a, en fin de compte, identifié une opportunité, puis on a vu qu'il y avait moins de travail avec eux pour empêcher que de la nourriture parte à la poubelle. Rapidement, là, je vous saute certaines étapes, mais on est arrivé en juillet 2017 à créer l'organisme à but non lucratif suite à plusieurs réflexions avec 2 de nos amis, Bobby Grégoire et Marie Gaucher. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est la petite histoire de la Transformerie en version synthétisée. Là, je vous ai fait ça rapide. Après ça, c'est sûr que Solène, en amont aujourd'hui, me demandait comment on se positionne dans l'écosystème, comment on collabore, nous. Premièrement, la vision de la Transformerie, c'est assez simple, c'est qu'on croit que c'est possible d'enrayer le gaspillage alimentaire, sauf que ça ne se fera pas tout seul. Puis comme vous l'avez compris, là, on travaille avec le secteur des épiceries. Puis notre approche, nous autres, c'est vraiment la clé du succès depuis le début. Là, puis c'est vraiment important, c'est l'approche positive par rapport au gaspillage alimentaire. Parce que le gaspillage alimentaire,
par le passé, je pense qu'il y a eu beaucoup de moralisation puis de dénonciation. Puis ça a laissé vraiment un goût amer en bouche à plusieurs personnes. Puis ça n'a pas donné le goût, en fin de compte, de travailler ensemble, de créer des discussions, puis vraiment ouvrir l'esprit là-dessus. Fait que pour nous, c'est vraiment important de travailler en démarche collaborative avec les acteurs, actrices qui génèrent du gaspillage, de comprendre leur réalité. Puis c'est ça qu'on fait depuis le début, puis ça a vraiment bien servi le sujet de la réduction du gaspillage. Puis aussi, c'est important de compléter ça avec une pluralité d'acteurs qui ont des expertises pour nous aider à le faire. Puis par rapport à ça, juste pour faire un petit clin d'œil, il y a René qui va parler là, un petit peu plus tard de la Chambre de transition écologique. Mais une des premières collaborations qu'on a faites à la Transformerie, c'est avec la chaire. Il y a eu une étude là, qui a été faite sur la perception du gaspillage. Puis justement, ça montre une des collaborations qu'on a faites qui incluait autant des commerçants, commerçantes, Protégez-vous qui a fait un sondage, des citoyens, citoyennes qui ont répondu au sondage. Fait que c'était vraiment beaucoup de parties prenantes. Fait que ça, c'était super intéressant. Puis un autre exemple, ce matin, là, on a fait un webinaire justement avec une collègue à René, Eliane Brisebois, puis d'autres personnes qui ont travaillé en fin de compte à partager des informations clés pour faciliter la rédaction de mémoire par rapport à la consultation publique sur le gaspillage alimentaire qui commence. Fait que ça vous donne un petit peu l'état d'esprit de la Transformerie puis comment on travaille avec les autres acteurs du système alimentaire. Si on tombe sur un petit peu le deuxième volet, la deuxième question de Solène qui est comment la Transformerie là, voit ça? Est-ce qu'elle veut juste transformer des invendus ou aller plus dans la transformation systémique? Bien, Solène, je pense que tu as vraiment bien capté l'idée du nom de la Transformerie. On ne se rappelle pas de l'histoire de ce mot-là ou ce qui est sorti, mais il y a une chose qui est claire pour nous, c'est qu'on ne veut pas juste transformer des invendus. Je vous explique un petit peu là, où ce qu'on est et où ce qu'on s'en va. Notre premier projet, c'est les rescapés. C'est vraiment un projet, en fin de compte, là, qui travaille à mettre à l'avant-plan la qualité des invendus avec nos délicieuses tartinades. En fin de compte, la qualité qu'on a vue dans les poubelles que je vous parlais tantôt, on a voulu la mettre en lumière de façon positive. Tout ça pour dire que l'objectif des rescapés, c'est autant cette sensibilisation-là à la qualité des invendus pour les commerçants, commerçantes, mais aussi pour le grand public qui achète les produits. Et après ça aussi, il y a, en fin de compte, ça nous permet de mettre à l'avant-plan l'organisme dans un premier projet qui est tangible, qui est réel, que les gens peuvent goûter, de générer des premiers revenus, on ne s'en cachera pas, c'est la mise au monde d'un organisme. Puis aussi, fait très important, des fois, on voit moins à l'avant-plan, c'est développer des relations de confiance avec les commerçants, commerçantes avec qui on veut travailler. Puis ça, c'est super important. Puis ça va nous permettre d'aller plus loin. Par rapport à ça, je vous partage l'état d'esprit qu'on a là, par rapport à la problématique du gaspillage alimentaire. Pour nous, il est vraiment important, puis je vous viens de mettre une nouvelle diapositive, là, il est vraiment important de ne pas tomber en amour avec notre solution, les rescapés, mais de vraiment être en amour avec la problématique. Cette idée-là ne vient pas de moi, mais vient d'une conférencière inspirante que j'ai rencontrée en janvier 2019. Daniela Papi Thornton, si vous n'avez pas eu la chance là, d'entendre parler de cette femme-là, vous allez voir, il y a un TED Talk qu'elle donne qui est vraiment très intéressant. Elle nous avait partagé ce point de vue-là dans un accompagnement. Puis nous autres, ça a résonné fort chez nous. Puis je vous traduis ça là, un petit peu plus concrètement. Premièrement, quand on dit qu'on veut tomber en amour avec une problématique, ça veut dire qu'on veut bien la comprendre pour bien travailler à la régler. Si on prend, nous autres, le projet Les Rescapés en premier lieu, bien, Les Rescapés, pour nous, c'est un projet intéressant, mais en même temps, si on y pense, ça vient justifier la problématique du gaspillage, ça ne vient pas la régler. Puis aussi, le fait de faire un service de collecte d'invendus qu'on va faire pour les commerçants qui répond vraiment aux besoins de ne pas jeter la nourriture, bien, ça vient vraiment faire un service clé en main, mais ça ne leur vient pas changer leur pratique. Ça vient juste dire, donne-nous la nourriture, puis nous, on va gérer ça pour toi. Fait qu'on ne vient pas changer les choses. Puis aussi, d'un autre côté, plus qu'on va faire de pots, c'est-à-dire plus qu'on va générer de revenus, d'une certaine manière, ça pourrait devenir dangereux parce qu'on va vouloir plus de gaspillage si on va à l'extrême de ce modèle-là. Fait que pour nous, c'est intéressant comme départ. On va le faire grandir un peu, mais je veux vous amener vers le fait qu'on est en amont avec la problématique du gaspillage, puis ça ne sera pas ça notre finalité. Notre finalité, elle se veut, en fin de compte, d'enrayer le gaspillage avec d'autres acteurs. Puis une porte d'entrée où on veut aller en 2021, c'est vers un deuxième projet. Ce deuxième projet-là, on veut se positionner, puis on va travailler à faciliter la réduction du gaspillage chez les commerçants, commerçantes,
en améliorant leur pratique avec eux en démarche collaborative. C'est-à-dire comment on peut réduire le gaspillage à la source chez eux, dans leur mur, avec eux. Pour vous donner un petit peu la trame d'idées vers où on se destine par rapport à ça, les étapes, là, on veut vraiment travailler avec eux à, exemple, caractériser les invendus chez eux, de dire c'est quoi, oui, les quantités, mais c'est quoi la qualité qui est présente dans leur commerce avant de l'acheter dans les containers, parce que ça, il y a une perte de qualité. C'est quoi leur état de connaissance sur le gaspillage? C'est quoi leur réalité? C'est quoi les outils qu'ils utilisent? Comment le pouvoir décisionnel fonctionne au sein des bannières qui font partie, eux, les commerçants, commerçantes. Aussi, c'est de dire faire un inventaire des meilleures pratiques ici et ailleurs parce que c'est important de faire un diagnostic en amont avant de se lancer dans des solutions parce qu'on se rappelle qu'on ne veut pas tomber en amont avec une solution particulièrement, mais on veut travailler sa problématique en amont. Puis une fois que cette analyse-là sera faite, on pourra à ce moment-là dire c'est quoi les solutions les plus intéressantes qu'on pourrait tester selon ce contexte-là montréalais, parce qu'on veut faire ça sur Montréal. Puis à partir de ce moment-là, on fera une démarche de test avec un petit groupe de commerçants pour, après ça, convaincre un plus gros groupe, c'est-à-dire sûrement une bannière ou des bannières. Et ça vous donne une idée un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Je ne vous en dirai pas plus longtemps. Mais tout ça pour dire que le spectre local des rescapés, bien, pour la transformation sur le deuxième projet, va s'élargir sur un spectre plus large, Montréal. Puis tout ça pour fermer, qu'est-ce que j'ai à dire, parce que je ne veux pas prendre plus de temps. Ce qu'on se plaît à se dire à la transformerie, c'est qu'on ne veut pas juste transformer des invendus, mais on veut vraiment transformer autant les habitudes, les humains, puis le système alimentaire. Puis c'est à dire qu'on ne fera pas ça tout seul. Là, je ne veux pas dire qu'on se met sur un podium, tout ça, ça va vraiment se faire par une grande collaboration. Fait que merci tout le monde, puis bonne fin de lunch pour ceux qui mangent, puis de conférence. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis sûre que plein de gens ont, comme moi, des questions, mais on va tout de suite continuer pour justement se garder un petit peu de temps à la fin pour les poser. Alors, on avait ici une initiative locale dans une filière particulière. On va maintenant élargir un peu notre lentille pour découvrir une initiative de mobilisation et de concertation qui se déploie à l'échelle d'une région et pas n'importe laquelle, puisque c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, il s'agit du Grand Dialogue pour la transition socio-écologique. C'est une initiative citoyenne de transformation sociale et d'autodétermination dont l'objectif est de mobiliser le plus de personnes possible pour co-construire une feuille de route pour la transition socio-écologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Yann Séguer et Louise Landry, tous deux sont impliqués dans le Grand Dialogue à titre de citoyen. Ils vont nous faire découvrir cette démarche très inspirante et il paraît même qu'on va parler de germination et de cotylédon. Oui, oui. Alors, je vais commencer par une question pour Yann sur deux éléments qu'on retrouve justement dans le nom de leur initiative. Pourquoi avoir choisi l'échelle régionale et quel rôle place, en fait, pourquoi c'est important de dialoguer, selon vous, pour mener cette transition socio-écologique? Bien, merci Solène pour ces questions. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Ça fait très plaisir de vous parler en direct de ma chambre à coucher en ces moments de COVID et surtout de Chicoutimi. Alors, Solène et toute l'équipe du TIE, je commencerai par vous dire bravo. Félicitations pour votre travail pour la cartographie. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu plusieurs tentatives de cartographie de la transition. Je pense que là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire, bien, qui arrive surtout au très bon moment. Ça va être utile, tactique, puis fortement attendu. Puis merci aussi au TIES de nous laisser la possibilité d'intervenir comme ça. C'est la première fois qu'on fait une présentation publique du Grand Dialogue en dehors de notre région, que ce soit une grande présentation devant plein de monde. Fait qu'on est un peu gênés. En tout cas, c'est un peu ma part. Donc, bref, merci à vous qui allez écouter. Bref, le Grand Dialogue régional pour la transition socio-écologique, c'est ça, on va s'attarder sur deux mots, dialogue et la question régionale. Moi, je vais avoir la portion un peu plus théorique, je dirais, du projet. Et Louise va s'intéresser à ce qui se passe maintenant. Donc, on parlait de germination, c'est le nom qu'on s'est donné au comité de base fondateur qui a travaillé l'idée depuis à peu près 1 an maintenant, de travailler à faire un grand dialogue, c'est-à-dire comment être capable ça c'est la mission, comment être capable de rejoindre le plus de monde possible sur la région, pour être capable de construire un narratif de transition, donc une vision, une histoire qu'on va se raconter pour le futur proche, c'est-à-dire comment on est capable de penser notre région avec cette idée-là du futur, et surtout comment mettre cette vision-là dans une feuille de route concrète et systématique, et systémique, ne pas confondre.
Donc, pour la mission, en fait, c'était un peu ça l'idée. Puis, je dois aussi mentionner que c'est beaucoup de travail depuis 1 an, puis que je suis particulièrement impliqué dans le Grand Dialogue parce que je suis au doctorat actuellement et qu'on se cherche toujours des projets pour ne pas écrire sa thèse. Et donc, le Grand Dialogue, c'est un peu un projet que je mène pour ne pas écrire ma thèse. Et comme René est mon directeur, je m'en excuse, René Audet, de faire d'autres choses qu'écrire ma thèse. Petite blague dite, tout ça pour dire que si on s'attarde à la question du mot régional, la région veut dire deux choses. Dans notre cas, cette idée de région veut dire deux choses. Elle veut dire à la fois une emprise territoriale, donc un territoire, un aspect géographique, mais aussi une échelle d'action qui est, elle, politique. Et ces deux éléments-là, à la fois territorial et politique, sont reliés par un grand concept qui est le changement d'échelle. Donc, le changement d'échelle, il vient à ce niveau-là, au niveau territorial, c'est qu'on se rend compte qu'on a cumulé depuis les 10, 12, 15, 20 ans une centaine, des dizaines d'initiatives en transition sur le territoire. Il y a énormément de gens qui participent à la transformation de la région dans une diversité de milieux et qu'au bout du compte, cette idée-là de transition, elle est partagée dans différents endroits qui nous sont pour la plupart inaccessibles. Donc, on connaît qu'on en existe, mais il manque de liaison, en fait. Fait que la première idée du Grand Dialogue au niveau régional, c'est de lier toutes ces initiatives de transition, se connaître entre nous, parce que même si on dit qu'on n'est pas beaucoup, on est beaucoup à ne pas se connaître. Donc, on va construire cette espèce de première vision territoriale du dialogue et la lier. Ça, c'est pour l'aspect territorial et on est grand sur le territoire, donc ça nous prend des moyens pour pouvoir discuter en grand groupe. Et ça, c'est l'aspect territorial au niveau de la région. Et l'autre élément, c'est le changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on remarque qu'avec les dernières années, on critique un peu toute la question des gestes individuels, avec raison, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est extrêmement important d'agir avec une perspective individuelle. Puis là, je parle du compostage, faire du vélo, le transport actif, l'achat local, tout ça. Mais on se rend compte qu'on arrive vite à une certaine limite avec les changements individuels. D'une part, parce que souvent, on se rend compte que toute cette charge, cette nouvelle charge mentale, c'est souvent les femmes qui la portent. Ça vient avec de l'anxiété et ça vient éventuellement de la culpabilité parce qu'on n'est pas comme on voudrait l'être et compagnie. Donc, finalement, si on revient encore à l'individu, la solution, elle n'est pas complète. Donc, l'idée du grand dialogue, c'est aussi cette idée de changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au système, c'est-à-dire au système alimentaire, comme on parlait tout à l'heure, au système de transport, au système politique, au système culturel, pour dire c'est à ces enjeux-là, c'est à ce niveau-là qu'on veut s'attarder. Donc ça, c'est pour la dimension régionale. Donc, on s'attache à une région grand complet qu'on veut lier en termes d'initiative pour avoir une vision puis avoir un plan d'action. Et en même temps, on change l'échelle de l'action, c'est-à-dire on s'attaque au système politique, économique, comme je viens de dire. Et pour être capable de faire ça, c'est là qu'intervient le dialogue. C'est-à-dire qu'on pense que c'est notre pari, en fait. Parce que le dialogue, c'est un pari, c'est un mode de communication, c'est une éthique de travail avec l'autre qu'on veut mettre de l'avant et qui part du principe qu'on ne veut pas chercher à convaincre les autres, mais on veut chercher à rallier. Et on veut chercher à rallier une personne à la fois. Et ça, c'est ce qu'on est en train de constituer. C'est ce qu'on appelle, une fois que le cotylédon est prêt, on est passé à l'autre étape qui est la germination est plus ou moins terminée. On arrive au cotylédon, donc un grand groupe de plusieurs personnes, dizaines de personnes, centaines de personnes qui s'en viennent. Et donc, on cherche à rallier. Et pourquoi on cherche à rallier? Puis je ne veux pas trop dépasser mon temps, mais c'est qu'on est actuellement dans une controverse socio-écologique ici avec GNL. Et on voit qu'il y a un grand travail de réaction, d'opposition à ces grands projets-là. Et encore là, s'opposer, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi proposer. Et donc, le grand dialogue, c'est aussi une force de proposition, un espace collectif pour proposer, pas des alternatives, mais une nouvelle réalité régionale. Et c'est ça qu'on veut proposer. Et si on veut que la transition soit inclusive et dans la diversité, ben alors là, cette proposition d'action, elle doit se faire dans le dialogue parce qu'il y a plein de gens avec qui on ne sait pas entrer en contact. Et là, on parle d'habitude aux personnes, par exemple, des LGBTQS++, on parle des Premières Nations, mais on parle aussi des clubs de 4 roues, des clubs de chasseurs, qui sont tous des groupes avec lesquels on va devoir travailler. Et l'approche du dialogue, en fait, nous semble une approche qui est la plus simple, la plus ouverte pour être capable de travailler dans des discours qui sont différents, mais en vue de travailler ensemble à la transformation de la région. Et ça, je vais terminer avec ça. L'objectif du dialogue, c'est bien de faire un exercice de démocratie participative, parce que c'est avec cet apprentissage de la discussion, parce qu'on va avoir des problèmes, on va s'ostiner, on va avoir des conflits, on va avoir des désaccords, mais avec une éthique du dialogue et un apprentissage collectif de l'éthique du dialogue, bien, on va peut-être être capable de surmonter ces différends-là et d'en faire
quelque chose. Donc, l'éthique est à la fois un objet politique, une manière de discuter pour rallier les gens dans un grand dialogue pour faire la transition. Puis là, je céderai la parole à Louise. Merci Yann. En fait, oui, tu as introduit, mais ma question à Louise était exactement sur cet aspect de démocratie participative. Comment on fait? Il y a beaucoup de monde qui sont là. Comment on s'organise? C'est quoi la gouvernance de cette affaire-là? Oui, on ne peut pas répondre à toute la grande question. On peut dire où on en est rendu parce que dès le départ, en fait, l'idée d'une participation citoyenne avec une éthique du dialogue, ça venait aussi avec l'idée d'une gouvernance qui soit horizontale, qui soit organique. Et puis bon, ce qui était prévu à l'origine, c'était un peu à partir des carnets d'adresses de tout le monde, de faire une rencontre le 21 mars pour lancer le grand dialogue, puis réfléchir à la gouvernance. C'était une super date avec la germination, puis cotylédon, puis tout le développement qu'on voulait faire. Mais évidemment, la pandémie est venue changer les plans. Il a fallu s'organiser autrement. Il y a des projets de recherche qui ont été mis en branle, mais on a travaillé sur des outils de communication, un site Internet, un slogan, tu l'as évoqué tantôt, là, on le sait, on a tout, on le fait. On a fait des petits films, recueilli des témoignages. Puis le 1er octobre, on a fait un lancement virtuel. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont participé. On a fait une conférence de presse aussi là, qui nous a permis d'avoir un rayonnement là, qui dépassait un peu le carnet d'adresses, même le Facebook Live. Et puis, sur le site Internet, on avait mis un formulaire d'intérêt. Alors, à ce jour, il y a 137 personnes qui ont rempli le formulaire, mais dès le début novembre, on a proposé plusieurs plages de rencontres aux personnes qui avaient rempli le formulaire, puis on a tenu 8 rencontres virtuelles avec des petits groupes. On s'est retrouvés avec des gens de partout sur le territoire, des hommes, des femmes de tous les âges. Le but, en fait, c'était de faire connaissance, puis de présenter ce qu'on imaginait comme structure de gouvernance, pouvoir échanger, puis valider l'intérêt de s'impliquer à cette étape-ci sur, dans le fond, dans la structure de gouvernance. Là. Puis on voulait former des cercles, c'est ça l'idée qu'on avait, donc valider cette idée-là, puis la mettre en branle parce que, bon, on était 15 personnes à peu près impliquées, donc changer d'échelle à ce niveau-là, il fallait commencer à quelque part. Ça serait le temps, si tu veux, Solène, montrer l'image sur la structure de gouvernance. En fait, voilà, c'est le schéma, en fait, qui résulte un peu de ces rencontres-là. On a en bas à gauche la germination, l'idée, la germination, puis ensuite, bon, là, le nom est... Bon, voilà, on a le cercle suivant, c'est le cotylédon, comme on l'appelle, puis vous voyez après qu'il y a les ramures, puis il y a le feuillage, puis ultimement, ce qu'on vise, nous, c'est la forêt, hein, dans nos ambitions de dialogue. Alors, germination, si on va au cercle cotylédon, en fait, germination, on voit qu'il y a différents cercles. Ça touche au cercle pilotage et éthique. Présentement, l'équipe de démarrage qui est germination et aussi le cercle de pilotage et éthique. Puis les cercles qu'on veut former, en fait, si on va dans le sens horaire, il y a le cercle finance-administration, communication, mobilisation, animation, analyse et recherche. On voit au centre le cercle des cercles parce qu'on trouve, évidemment, il faut trouver une façon que les communications se passent au niveau de tous les cercles. Puis on voit flotter un peu à droite les groupes de travail thématiques parce que, bon, on n'est pas tout à fait rendu là. Ce qui, avec les rencontres qu'on a fait, on est prêt déjà. En fait, il y a le cercle analyse et recherche qui va tenir sa 2e rencontre bientôt. Il y a une vingtaine de personnes qui sont intéressées. Puis comme il y a des projets de recherche, des gens qui se mettent à l'ouvrage, des citoyens de tous les âges, puis d'un peu partout dans la région, qui se mettent à l'ouvrage pour donner un coup de main au niveau de l'analyse. Il y a le cercle communication qui se réunit en janvier. Là, on a une vingtaine de personnes. On va voir là, combien il va en rester, mais on est prêt à mettre en branle des choses. Mais parmi les noms qu'on a, il y a des gens qui vont pouvoir s'impliquer au niveau du cercle, mais des gens aussi qui ont de l'expertise et qui vont pouvoir donner un coup de main ad hoc. Donc, on est en train de
se constituer une banque. Si on regarde le cercle animation, bien, la semaine prochaine, il y a 3 rencontres avec les gens qui ont un intérêt ou des compétences en animation parce qu'on veut former un cercle animation, mais aussi avoir une escouade d'animateurs, d'animatrices qui vont pouvoir animer le grand dialogue un peu partout. Il y a déjà des projets dans le Haut-du-Lac à Dolbeau autour de l'alimentation, donc on va pouvoir fournir des animateurs ou aider à animer le dialogue. Et puis le dernier cercle que je voudrais vous montrer, c'est le cercle mobilisation, parce que dans le fond, ce cercle-là a un mandat pour aller aussi développer les ramures. C'est sûr que c'est un enjeu. On veut former des branches, là. On reste toujours dans notre imagerie biologique. Et bon, là, il y a la branche politique, entre autres, là, qui démarre des travaux parce qu'on a dans la mire les élections municipales de novembre prochain. Alors, comme le temps file, je n'irai pas plus loin. Vous voyez un peu les défis qu'on a de mobilisation, d'inclusion et de cohésion, mais c'est une étape qui est bien exaltante là, parce que c'est ça, on germe et on se développe. Merci beaucoup à vous deux. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, on va arriver à notre dernière invitée, René Audet. La mauvaise, on est en retard, mais ça, c'est quelque chose c'est un peu un mantra avec moi. Alors, on va avoir un temps limité, je pense, pour les questions. Donc, je vais inviter notre dernière invitée, René Audet, de la chaire sur la transition, avec qui on va prendre un pas de recul pour parler du phénomène en cours. Aujourd'hui, il y a une multitude d'acteurs qui s'intéressent à la transition et qui utilisent ce terme. On partage souvent tous une reconnaissance des limites environnementales de notre système socio-économique, mais on ne met pas toujours le même sens derrière les mots. Ça va de visions parfois plus technocentrices à des visions plus transformatrices. On entend aussi parler de transition écologique, de transition juste, de transition socio-écologique, de transition énergétique. Et ça tombe à pic puisque René est spécialiste de l'analyse du discours environnemental, de la recherche-action et de l'épistémologie des sciences de l'environnement. Ses recherches portent sur l'émergence du thème de la transition écologique dans les discours et les pratiques des acteurs et sur les méthodes de collaboration entre chercheurs et acteurs socio-économiques qui permettent de faire advenir des transitions localement. Alors bonjour et merci René d'être avec nous. J'aimerais tout d'abord te demander de mieux définir ce qu'est la transition et de nous faire un petit survol de l'histoire de l'émergence du terme transition écologique dans le discours environnemental. Oui, merci Solène, et puis félicitations à toi et à l'équipe du TIES pour la magnifique cartographie que vous venez de lancer. Je voudrais peut-être en profiter aussi pour faire mes salutations à tout le monde, incluant les étudiantes et les étudiants que je reconnais un peu partout dans l'écran. Ça me fait plaisir de vous voir. Et donc, Solène, tu me relances avec cette question de la définition qui me poursuit depuis que je travaille sur la transition écologique. Les gens veulent avoir une idée quand même peut-être plus précise de ce que ça signifie la transition. Et je pense que c'est normal, il y a un besoin d'opérationnaliser la transition dans nos pratiques, dans les stratégies des différents projets, des groupes, etc. Je pense que ça s'applique même aux institutions. Je travaille avec l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Juste hier, on a eu une discussion là-dessus. On a besoin d'avoir des repères, des guides pour définir ce qu'est la transition et comment on doit la mettre en œuvre. Mais de ma position de sociologue, je trouve ça un peu difficile de définir la transition parce que je considère la transition comme un discours. Et donc, il y a toujours une multitude d'interprétations de ce qu'est la transition écologique. Alors, je pense que c'est préférable de laisser aux acteurs comme vous le rôle de définir cette transition. Par contre, si tu me demandes, comme tu viens de le faire, de revenir sur l'historique, l'émergence de ce discours, là, je peux peut-être dire quelques trucs. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a comme une coïncidence entre l'arrivée du discours sur la transition écologique, quelque part autour de la première décennie des années 2000, 2010 peut-être. Il y a une coïncidence entre cette arrivée et l'espèce d'éclipse du développement durable, hein, qui était le concept qui était le plus mobilisé pour parler d'environnement encore jusqu'à peu près vers les années 2000-2010.
Les raisons de ça sont probablement multiples et complexes, mais on peut noter que le développement durable comme concept s'est institutionnalisé de plusieurs façons dans les pratiques des entreprises, dans les pratiques d'évaluation, puis aussi dans la loi québécoise sur le développement durable en ce qui concerne le Québec, avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais ce qui semble se produire à ce moment-là, c'est que justement, on commence à mieux identifier qu'est-ce qu'on entend par développement durable. Il y a des principes d'identifier. Et en même temps, ça laisse comme un espace vacant pour discuter plutôt des transformations sociales et écologiques qui doivent être mises en œuvre pour faire face aux crises écologiques, parce que le développement durable, c'est finalement plutôt concentré dans ses formes institutionnelles, si je peux dire, autour des organisations, hein, comment les organisations peuvent faire des choix, etc. Et là, le débat sur comment on transforme la société, il est laissé ouvert et c'est là que la transition arrive. Et il y a, je pense qu'on peut dire, une triple origine du concept. Il y a les milieux scientifiques qui commencent à théoriser qu'est-ce qu'une transition écologique, évidemment. Il y a tout un background théorique qui mobilise notamment la théorie des systèmes. Hein. Yann y a fait référence tout à l'heure. L'idée de résilience, l'idée des cycles adaptatifs, donc toute la littérature sur l'adaptation au changement climatique, les limites planétaires, ce qu'on appelle les tipping points, donc les points de basculement, hein, les moments où si on continue à appliquer une trop forte pression sur les écosystèmes, on risque de basculer dans un autre état. Tout ça, ce sont des concepts qui nous amènent à penser le passage d'un état vers un autre. Et une transition, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est ce que c'est. C'est le passage d'un état à un autre. Donc, ça peut être l'état d'un écosystème ou ça peut être l'état de notre société. Et on peut espérer aller vers une société plus sociale et écologique dans un sens très large, un peu, je pense, qui est entendu dans la définition que vous avez fournie. Donc ça, c'est une première origine du concept de transition. Une autre, c'est clairement le mouvement écologiste, et notamment à partir du livre de Rob Hopkins, hein, sur les initiatives de transition. Donc, une approche plus proche, disons, des projets citoyens, des projets participatifs, l'idée d'agir localement, de construire la résilience localement. Au Québec, c'est arrivé assez vite. Hein. Le livre a été publié en 2008 en Angleterre et très rapidement, il a été traduit en français chez Éco-Société. Et ce n'est pas un hasard. Au Québec, les initiatives de transition ont une origine à la fois rurale, avec certains villages comme Sutton, Saint-Rédapteur, quelques villages comme ça qui se sont structurés en initiatives de transition dès le départ, mais il y a aussi une certaine origine urbaine. Et même, peut-être que ça peut paraître surprenant, mais à l'origine, c'est un peu le mouvement de la décroissance à Montréal qui a amené ce mouvement des initiatives de transition. Notamment autour de l'implication de Serge Mongeau, donc, qui est à Éco-Société, avec l'idée de simplicité volontaire, décroissance, transition. Tout ça formait une sorte de trio à la fin des années 2000. Et puis, on voit que là, après, ça s'est multiplié, c'est un peu partout, c'est dans les régions, c'est dans les villes. Et puis, c'est un mouvement qui a encore une certaine force, mais qui, en même temps, commence à s'hybrider avec d'autres idées sur la transition. Et je pense qu'il ne faut pas oublier une troisième origine, l'irruption, si on veut, des changements climatiques dans la sphère publique dans la première décennie des années 2000, même si c'était déjà un peu là. On peut dire qu'en 2009, c'est la conférence de Copenhague, la COP 15, qui est un échec retentissant, mais qui va quand même contribuer à remettre de l'avant cette problématique de la transformation de nos sociétés. Je dirais à ce propos que c'est accompagné aussi d'une approche de la transition peut-être un petit peu plus économiste, plus proche du monde des affaires, des technologies propres, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie verte. Je pense qu'il y en a un exemple dans le plan que le gouvernement a présenté il y a quelques semaines.
Au Québec, ça a été aussi animé par l'Alliance Switch pour l'économie verte. Donc, tous ces ancrages-là, on les trouve un peu partout dans le monde et puis en même temps, on les voit aussi apparaître au Québec à peu près dans les années que j'ai nommées, entre 2005, 10, 15. Et puis, je pense que si on parle d'historique du concept, je pense qu'on peut se baser sur ces trois origines. Merci René, super intéressant. Ce qui m'amènerait à ma deuxième question, tu disais justement qu'il y avait plusieurs discours dans l'espace public. Quels sont les principaux discours aujourd'hui? Et avant que tu répondes, j'en profite pour dire que si ça vous convient, on dépassera de 10 petites minutes pour quand même avoir le temps de poser une ou deux questions à nos intervenants et intervenantes. Je te laisse la parole. Donc oui, merci. Aujourd'hui, on voit toujours ce discours de l'économie verte qui est très présent. Je pense qu'au niveau institutionnel, c'est celui qui est le plus promu, en tout cas au niveau de nos gouvernements provinciaux provincial et fédéral. Donc, c'est un discours qui insiste, qui est plutôt technocentriste, qui insiste sur la substitution technologique. Alors, encore une fois, je cite le plan du gouvernement de la CAQ qui a tout fait tourner son plan vert autour de la voiture électrique. Donc, on veut substituer une technologie par une autre sans nécessairement s'interroger sur la structure de l'organisation sociale, les flux de matière et d'énergie qui passent à travers notre économie. Alors, c'est une vision qui est peut-être un peu limitée, à mon avis, mais qui continue en même temps d'approfondir cette espèce de contradiction entre transition écologique et hydrocarbures, parce que les gens qui sont porteurs souvent, pas toujours, mais souvent de l'approche de l'économie verte vont se trouver d'une main à encourager l'économie verte et de l'autre à appuyer les hydrocarbures. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est inquiétant autour de cette vision-là. Mais évidemment, c'est un discours qui est très présent aujourd'hui. Et puis quand on parle de discours de la transition, on ne peut pas l'ignorer. Mais ceci dit, il y a, je pense, deux mouvements présentement qui sont en pleine émergence, qui sont très proches l'un de l'autre. J'essaie de les distinguer, surtout à cause de leur origine, mais ce sont des mouvements qui sont en dialogue, pour reprendre le concept de grand dialogue. Et c'est aussi des mouvements qui ont une vision peut-être plus sociale de la transition écologique. Et puis, je reviendrai sur ce que ça veut dire un peu plus tard. Mais donc, on a vu tout le mouvement de lutte contre les hydrocarbures, mouvement citoyen ancré dans le territoire à partir de la question des gaz de schiste dans les années 2000. Et à partir de là, il y a eu la lutte contre les pipelines, contre Énergie Est, etc. Et ce mouvement, éventuellement, est devenu un mouvement pour la transition énergétique, avec le Front commun de la transition énergétique. Puis on voit aussi cette espèce de schéma avec le grand dialogue que Yann et Louise ont présenté. Et donc, un mouvement d'opposition et en même temps un mouvement de proposition. Alors, tout le programme Québec zéro émission nette du Front commun, je pense, est une contribution importante dans ce sens-là. Et l'autre mouvement plutôt récent, c'est celui des innovations sociales, peut-être des innovations citoyennes, peut-être un petit peu plus urbain aussi, mais qui est aussi qu'on trouve aussi dans les régions un peu partout. À Montréal, moi, je travaille beaucoup avec Solon, qui est un exemple assez emblématique de ça. La transformerie, je pense qu'on pourrait aussi les inclure dans ce mouvement-là. Et en fait, ce qu'ils ont en commun, ces mouvements-là, c'est l'idée d'une transition qui passe par une transformation sociale. Je disais que le mouvement de l'économie verte ou la pensée de l'économie verte était plus technocentriste. Ici, on voit une sorte de conviction que c'est par la transformation de la société qu'on peut améliorer nos relations avec l'environnement. Et donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je partage comme chercheur. Avec le TIES, on a beaucoup organisé d'activités sur la transition dans les dernières années où le thème était « Il n'y a pas de transition sans société ». Et quand on parle de transition sociale et écologique, comme tu l'as mentionné, Solène, évidemment, on veut dire, dans l'écologique, on parle en gros des principes de durabilité écologique, protection de l'environnement, lutte contre les changements climatiques, la biodiversité. Bon.
Quand on dit social, je pense qu'on se réfère à une perspective plus normative qui renvoie dans le fond à la justice sociale et environnementale. Donc, des principes pour réduire les inégalités, reconnaître les identités, etc., etc. Je pense qu'il faut voir aussi le mot transition comme un processus social. Comme sociologue, j'insisterai là-dessus. Une transition écologique, on doit mettre des valeurs de l'avant et essayer de faire des projets dans ce sens-là, mais il faut aussi comprendre qu'à la base, c'est une réorganisation de la société qui est visée par la transition. Donc, je pense que c'est de cette façon-là que ça devrait être pensé. Puis, je pense en conclusion que la cartographie que vous avez produite va peut-être justement inspirer et puis nourrir cette vision de transformation sociale derrière la transition socio-écologique. Merci. Merci beaucoup, René. Très, très, très intéressant. Et puis, merci en fait à l'ensemble des panélistes qui ont pris du temps ce midi. Alors, j'ai un scoop pour vous, un grand scoop, une primeur. Plusieurs événements autour de la transition, sans qu'on s'en parle, ont lieu le même jour. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion ou vous imprégner de tout ça, je vous invite, on va mettre les deux liens dans l'espace de chat. Il y a une discussion sur plutôt la décroissance avec plusieurs invités, Julia Posca, Louis Marion, Yves-Marie Abraham, ce soir, organisée par Cinévert, et une discussion plutôt sur municipalisme et transition avec Jonathan Durand-Folco, organisé par Demain Verdun. C'est ce soir et on s'en était même pas parlé, mais c'était apparemment, on a besoin de parler de transition. Donc, ça va clore le panel et ouvrir une petite courte période de questions. Donc, je vous invite, si vous avez des questions à poser à nos invités, c'est le moment. Un commentaire, un mot d'encouragement. Solène, je peux peut-être y aller avec les questions qui avaient été posées dans le chat rapidement. La première est pour toi, est-ce que l'enregistrement va être disponible pour des gens qui voudraient le diffuser à d'autres? Réponse rapide, oui. OK. Ensuite, il y avait des questions pour Guillaume. Bon, il y en a qui sont peut-être un peu plus précises, mais est-ce que vous avez des problèmes avec les normes de salubrité du MAPAC? Est-ce que vous avez des enjeux avec la dynamique franchiseur-franchisé des chaînes de distribution? Et l'autre qui est, est-ce que les membres de coopératives d'habitation pourraient bénéficier de la transformerie? Je n'ai pas su si c'était des produits transformés ou pour eux-mêmes éviter leur gaspillage alimentaire. Sinon, il y avait une discussion sur le chat, mais qui pourrait se transformer en question, qui était, quelqu'un constatait qu'il y avait pas tellement de présence du discours sur la transition en Amérique latine, malgré la présence de mouvements sociaux assez engagés sur les questions environnementales. Donc, je ne sais pas si René avait une réponse à ça. Yann aussi dans le chat avait peut-être répondu un petit peu à ça. Sinon, il y a eu beaucoup de commentaires sur des initiatives qui se rapprochent de ce qu'on a appelé aujourd'hui transition. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder bonne note de tout ce qui a été mis dans le chat pour voir comment ça peut ou pas se retrouver sur la cartographie et continuer le travail sur ces questions-là. Donc, si vous voulez répondre aux questions qui vous sont posées. Je peux commencer de façon brève. Merci pour les questions, tout le monde. Premièrement, est-ce qu'on a des enjeux avec les normes de salubrité? On n'a pas tant d'enjeux qu'on en est conscient, dans le sens que c'est sûr que nous, on a travaillé en amont, qu'on a parti les rescapés. On a beaucoup parlé avec le service d'inspection de la Ville de Montréal, puis aussi le ministère de la Culture, Pêcherie et Alimentation du Québec pour vraiment, surtout le MAPAC, statut sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. Exemple, on ne peut pas transformer de la viande, du poisson pour vendre des produits transformés à base de ça. Fait qu'il faut être conscient de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais nous, on ne le voit pas comme des contraintes. Là, on navigue au travers de ça. Puis, on fait vraiment attention à qu'est-ce qu'on fait, puis on a des processus en place. Après ça, au niveau de franchiseurs, franchisés, est-ce qu'il y a des enjeux? C'est sûr que c'est plus facile d'approcher un franchisé parce qu'on approche un humain qui a un commerce au sein d'une bannière, puis l'approche positive avec un humain. Quand moi, au départ, j'approchais, maintenant, c'est d'autres gens au sein de l'équipe.
des personnes pour travailler avec eux, exemple au sein des rescapés, puis maintenant sur d'autres pans, bien, c'est clair que nous, on s'adresse à l'humain en premier. On n'est pas en train de s'adresser à l'organisation. Puis, il n'y a aucun humain qui se lève le matin, je pense, qui veut jeter de la nourriture. Fait que si on part de ce principe-là pour voir la discussion avec une approche positive, je pense que ça peut donner beaucoup de résultats positifs. Fait qu'on a toujours travaillé comme ça. Puis, des fois, on travaille avec d'autres humains qui connaissent d'autres humains pour nous introduire. Puis, on trouve que c'est la meilleure trame. Après ça, les franchiseurs, bien, c'est sûr que souvent sont plus durs à atteindre. Puis, je pense que c'est important là, de travailler en amont avec les franchisés pour nous ouvrir la porte aux franchiseurs. C'est un peu de même qu'on est en train de travailler sur l'idée du deuxième projet. Fait que plus difficile à rejoindre parce que vision différente, puis plus gros taux de demande, je pense, de leur côté, là, sans les déresponsabiliser. Puis, dernier élément pour la coop d'habitation, j'avais échangé avec la personne Gilles là, qui avait écrit dans le chat, mais c'était une question à savoir s'il y avait moyen de travailler sur du don alimentaire pour de la coop. Nous, ce n'est pas notre objectif, là, dans le sens qu'on travaille déjà avec des partenaires qui sont localisés sur Rosemont-Petite-Patrie parce que le projet des rescapés est très local, comme Solène disait, et la redistribution, bien, la collecte se fait dans Rosemont-Petite-Patrie et veut rester dans Rosemont-Petite-Patrie parce que je pense que c'est important pour nous de ne pas prendre du gaspillage pour l'envoyer à l'autre bout de la ville, mais d'être très concentré sur une action locale pour aussi préserver la qualité des invendus qui sont périssables parce que je pense que c'est un des gros enjeux dans la redistribution alimentaire. Il n'y avait pas de main levée. J'avais 2 questions qui sont ajoutées sur le chat. En fait, il y a des propositions d'ajout à la cartographie. Il y a une question sur comment on va promouvoir cette cartographie-là et une question directement pour, avant que tu répondes au reste, René, un chercheur hors Québec qui voudrait se joindre à ta chaire. Peut-il? Recrutement. Mais il y avait aussi la question sur l'Amérique latine. Oui, bien sûr qu'on accueille avec plaisir des chercheurs de l'extérieur et puis vous avez qu'à me contacter par le site de la chaire. Oui, justement, Amérique latine, mais pas seulement, en fait, un peu partout dans le monde, il y a des mouvements citoyens, des mouvements locaux qui on pourrait dire, font des choses un peu équivalentes, c'est-à-dire s'approprient le territoire, les moyens pour assurer leur livelihood, là, leur gagne-pain, on dit en français, et pour transformer la société et le rapport à l'environnement, si on veut. Mais pour ce qui est de la transition en tant que telle, c'est vrai que c'est un concept qui est plutôt occidental. Et puis, ça fait en sorte que ça a ses limites. Il y a un grand chercheur très reconnu, Arturo Escobar, qui est un des auteurs du post-développement et de la décolonisation présentement, quand même un courant de pensée très important, qui en fait, dit en substance que chaque continent, en fait, chaque culture devrait avoir sa propre vision de la transformation, ses propres aspirations, et que dans ce contexte, tantôt, en fait, Yann a parlé de narratif, on parle aussi de récit, de narratif. On essaie d'en faire un à Rosemont, d'ailleurs, avec le TIES. Mais Arturo Escobar dit chaque culture devrait avoir un peu son narratif de la transformation sociale et écologique. En Amérique latine, actuellement, ça passe beaucoup par le buen vivir et par toute l'approche Gaïa, etc. Donc, beaucoup d'inspiration dans la spiritualité des Premières Nations, le contact à la terre et tout ça. Ce n'est pas vraiment mon champ de spécialisation, mais je sais que c'est un courant qui inspire beaucoup les mouvements sociaux en Amérique latine et dont les mouvements qui luttent contre l'extractivisme en Amérique latine ou ailleurs. Et donc, je pense que notamment sur ces points-là de lutte contre l'extractivisme, il y aurait beaucoup de liens à faire avec le Canada, où on se rend compte qu'on est finalement une nation extractiviste de plus en plus. Merci René. Donc Guillaume Quentin va nous quitter. Donc merci, un grand merci Guillaume. Puis on va continuer de suivre la transformerie, c'est certain. Merci pour l'invitation Solène. Bon après-midi tout le monde. Désolé, je dois quitter. Merci beaucoup. Est-ce que Geneviève, on a une ou deux dernières questions ou est-ce qu'on clorait cet événement, ce midi discussion?
Il y a quelqu'un qui nous demande si on a contacté transitionnetwork.org ou, par exemple, au Saguenay, il y a Système T qui est listé. Donc, j'ai l'impression, pour être allé voir en 10 secondes, qu'il y a peut-être un aspect de cartographie là. Mais voilà, on voulait savoir si on avait été… Contacté, il ne me semble pas, et j'invite Système T à aller ajouter leur initiative dans la cartographie avec plaisir. Je les avais, je pense que c'est une coopérative qui s'est créée cette année. Je les avais suivis, pas encore ajoutées, mais je les invite. On n'est plus de questions. Il y a beaucoup de commentaires, comme je disais, de liens vers soit des initiatives comme telles ou des, je pense, lieux de réflexion, des événements qui ont lien à la transition. Donc, on voit que ça bouge beaucoup. On va garder note de tout ce qui a été écrit dans le chat pour pouvoir… Tout à fait, comme je le disais à l'écrit, je vous invite, puis là Annie Bérubé vient de remettre le lien vers la cartographie. Je vous invite à aller alimenter cette carte, ajouter des initiatives que vous voyez passer dans votre giron et puis qu'on construise tranquillement un portrait exhaustif des initiatives de transition partout au Québec. Je vous remercie en grand nombre, notamment à mes très chers invités qui ont pris du temps ce midi et puis… c'est certain que nous aurons l'occasion de reparler de transition prochainement. Alors, merci à tous. Belle journée. Solène. Et puis, oui. Peut-être juste, là, on lance aujourd'hui la cartographie sur la transition qui va continuer à être alimentée, on l'espère notamment par vous à partir de toutes les initiatives que vous avez. Dans le cadre de ce projet-là, on a travaillé sur ce qu'on a appelé une synthèse de connaissances sur la transition. Donc, vous avez eu des présentations aujourd'hui qui aident à mieux comprendre ce concept-là, comment ça se situe par rapport à d'autres mouvements, comment ça se situe par rapport au développement durable. Et nous, notre synthèse de connaissances va sortir bientôt, c'est tout ce que je peux dire, demandez-moi pas de date. Et à partir de cette synthèse-là, qui est un travail assez dense, qui a été fait notamment par Charles Guy-Boutet, un stagiaire qui a travaillé avec nous, on va sortir aussi des outils plus synthétiques pour pouvoir continuer à peut-être mieux saisir ce que c'est que cette transition, de quoi qu'on parle, comment ça se situe par rapport à d'autres mouvements et discours. À participer à ce discours, cette approche transformative de la transition. Oui, merci Geneviève. Il y aura aussi des fiches. On va continuer à promouvoir la cartographie, puis présenter peut-être certaines initiatives à travers des portraits, donc un peu plus détaillés. Donc des choses qui s'en viennent pour la suite, de quoi nous occuper dans un hiver pandémique. Bon, merci. Je vais clore cette discussion. Donc, belle journée et puis au plaisir de se recroiser par-ci ou par-là. Au revoir. Merci, au revoir.